on défecte sur les fakes. Bonsoir, bonsoir à vous. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Olivier51 San commence par un message fort sympathique. Un grand merci pour la nouvelle vidéo parue hier soir et que j'ai adoré. Eh ben, c'est cool, merci. Ravi que cette vidéo vous ait plu, là. C'est vrai que ça faisait des semaines que je raccourcissais les streams pour pouvoir terminer cette vidéo parce que il y avait un gros boulot. Au-delà du tournage, il y a eu un gros boulot de montage. Et la vidéo fait un bon démarrage pour une vidéo de la chaîne. Je pense que le fait qu'il y ait des tests tout du long et qu'on ait envie de rester jusqu'au bout du test aide à ce qu'il y ait un long... Samuel-Bavimer rafraîchit le stream avec 2 amis. Un long temps de visionnage. Bonsoir à Samuel Villers, merci beaucoup pour le raid, bienvenue. Sidax dit bravo pour la scène où tu as mouillé le maillot, ça fonctionne. Oui, alors bien sûr, si vous étiez là la semaine dernière, ce qui n'a pas été d'ailleurs mis en replay, il y a eu un stream où on a justement fait une avant-première de cette vidéo en regardant notamment un certain nombre de passages sur lesquels j'avais besoin de tester un petit peu la qualité des tests déjà. Et puis il y avait notamment cette séquence tournée à l'envers qui était loupée dans la version de la semaine dernière. Et donc suite à vos conseils, à vos retours, effectivement, j'ai retourné cette séquence. Il a fallu mouiller le maillot, effectivement, comme le dit Génocidax. Mais oui, je pense que là, ça valait le coup. La séquence est plus réussie. J'ai intégré aussi pas mal de vos retours. J'ai remplacé les manchots par des pingouins. Enfin... et donc, vous avez la vidéo en ligne, bien sûr. Je vous donne le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Quittez ce stream et allez regarder la vidéo. Favard le Vert dit il faut 8 heures pour tout comprendre, par contre. Oui. J'ai beaucoup plus de commentaires qu'habituellement, avec pas mal de gens qui demandent des éclaircissements, notamment sur l'énigme des chapeaux, sur l'énigme des des portes. Certains qui font des contestations, mais pas toujours recevables sur certaines énigmes. Vous savez, en fait, il y a des gens, ils font des contestations parce qu'en fait, je pense qu'ils se cherchent des excuses. Étant vexés d'avoir raté l'énigme, ils cherchent des raisons pour lesquelles l'énigme serait mal posée, etc. Je pense qu'en fait, les retours que vous avez faits justement dans le stream de la semaine dernière ont aidé aussi à éclaircir un petit peu les énoncés. Enfin, donc c'était voilà. Je pense que c'est intéressant de faire ce genre de stream en avant-première. On en refera. D'ailleurs, j'ai mis un remerciement à la communauté Twitch dans le générique de fin. Les gens mettent beaucoup de temps à regarder cette vidéo, il faut dire qu'elle donne faim avec ses pizzas et ses beignets. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de bouffe dans les exemples de la vidéo, mais bon, c'est... Donc il y a des gens qui font des pauses pour réfléchir, il y a des gens qui font des pauses pour manger. Bon, tout se tient. J'ai raté la première énigme de Yopla. Il y a beaucoup de monde dans les commentaires, je le vois, il y a beaucoup de monde qui, en fait, échoue quasiment que sur l'énigme de Yopla, ce qui doit être assez vexant. Et puis pareil, sur l'énigme de la pizza, que j'ai peut-être trop détaillé à l'écran, ce qui finalement aide un petit peu trop. Et cette énigme, effectivement, il y a soit des gens qui trouvent très intuitif la réponse, qui retrouvent très intuitivement la réponse, qui disent je comprends pas qu'on présente cette énigme comme compliquée, et d'autres non, qui ont besoin de poser tous les cas, effectivement. La pizza, c'est un XOR en logique booléenne. Exactement. Donc les gens qui ont fait de la logique formelle, je dirais, enfin voilà, ils comprennent tout de suite que c'est un ou exclusif. Et hop. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Ah voilà, Kill 7811. J'étais sûr que quelqu'un me le redirait ce soir. Alors on va mettre les choses au clair. Salut, super vidéo comme d'hab. Bon, merci. Juste un truc. La première question, tu dis la personne voit le chapeau de la personne de devant. J'ai compris que la première personne ne voyait pas le chapeau de la personne tout devant, juste un peu confusant. Oui.
Je dis effectivement dans la vidéo, chaque personne voit le chapeau de la personne de devant. J'aurais dû préciser que la personne du fond voit les deux chapeaux. Cela dit, ça c'est vraiment au tout début, parce que avant même que je vous pose la question sur Céline, comment est-ce que Céline a pu deviner, je dis dans le fil de l'énoncé que Anna voit les deux chapeaux devant. Donc je pense que c'est un petit peu de la mauvaise foi de venir nous dire oui mais au début t'as dit que, parce que je l'ai dit au début, mais après on comprend. Si on a bien écouté tout l'énoncé, on comprend. Donc ça, moi typiquement, c'est quelqu'un qui a raté l'énigme et qui se cherche une excuse. Bon, pareil, un peu plus loin, il y a un autre endroit où effectivement on m'a dit ça aurait pu être présenté autrement. Oui, voilà, c'est. Alors, écoutez, ça en plus on en avait parlé. C'est non, je sais pas si on en avait parlé. Si, je pense que c'est l'énigme où il y a les cartes N et 1. Et en fait, vous m'aviez dit. Faut bien quand même bien préciser que que en fait sur un côté d'une carte il y a un chiffre et de l'autre côté il y a une lettre. Donc je l'ai écrit à l'écran. Et du coup, comme je l'ai écrit à l'écran, il y a des gens qui se sont imaginés que ça faisait partie des règles à vérifier. Alors, l'énigme, la règle à vérifier de cette énigme, c'était si je retourne un N, il doit y avoir un 1 de l'autre côté. C'était ça la règle à vérifier. C'était pas que sur chaque carte, il y a d'un côté un chiffre et une lettre. Parce que sinon, si c'est ça, il faut toutes les retourner. Hein. Si vous voulez vérifier que d'un côté il y a un chiffre et de l'autre côté il y a une lettre, évidemment, là il faudrait tout retourner, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, il y a encore des gens qui effectivement m'ont dit oui, mais bon, ça m'a perturbé. Bon, admettons. J'en retire que, effectivement, quand on pose des énigmes de logique, il faut faire très 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 attention à la présentation de l'énoncé parce que, bah, évidemment, tout joue. Qui 78 non, non, j'ai bien compris, mais j'en profite pour régler des comptes sur les commentaires. Bon, après, évidemment, sur les commentaires, il y a eu aussi. Vous savez, en fait, vous m'aviez dit d'ailleurs, c'est bien de donner des exemples après les énigmes. De la manière dont ça influe sur notre appréhension des faits, parce que sinon c'est un peu trop abstrait. Donc j'ai multiplié les exemples, effectivement. Et bien sûr, il est arrivé ce qui arrive à chaque fois qu'on donne des exemples un peu précis. Il y a des gens qui sont venus, non pas parler de logique et de raisonnement, mais contester les exemples. Donc oui, mais pourquoi Trump, blablabla, bla. Pourquoi Katy Perry? Il y a même quelqu'un qui est venu défendre la théorie de Katy Perry. D'autres qui sont venus m'expliquer. Attention, c'est pas parce que il y avait quelqu'un qui a pris un pompier pour un gilet jaune que ça veut pas dire que l'incendie de Notre-Dame était pas volontaire. Et de me faire des pavés sur pourquoi l'incendie de Notre-Dame. Bon, bref, donc voilà, on peut pas empêcher à chaque fois, effectivement, il y a des gens, ils veulent en découdre, ils ont des théories à défendre et peu importe le sujet de la vidéo, ils viennent, ils posent leur théorie. Bon. Mais on est bien obligé de donner des exemples en même temps. Hein. Non, mais après, j'ose pas dire aux gens, vous êtes hors sujet, etc. Parce qu'en même temps, j'en parle dans la vidéo. C'est logique, les gens, ils ont besoin de s'exprimer, donc ils en parlent. Et après, je réponds pas à tout parce que... Et bonsoir Miguel qui nous rejoint. Excellente vidéo, j'ai beaucoup aimé le moment où vous dites que vous n'auriez pas eu tout juste si vous aviez fait les tests. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, il y a quelques personnes qui vivent mal d'échouer, c'est comme la fronde contre les notes au collège-lycée. Oui, non, c'est ce que je disais, je pense que je sais plus, enfin j'aurais eu 7 ou 8 sur 10 questions. Notamment les prisonniers, j'admire la réponse et je la comprends et donc je sais l'expliquer. D'ailleurs, j'ai réussi à l'expliquer à des personnes qui n'avaient pas compris dans les commentaires. Je pense que l'explication donnée dans la vidéo est peut-être trop rapide parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un supplément d'explication. En revanche, je la trouve très élégante cette solution et j'aurais bien aimé en avoir l'intuition, mais je ne l'avais pas trouvée. Slem76 dit « J'ai voulu refaire l'expérience avec le chocolat. Le constat est que la logique c'est difficile, mais on se régale. » Alors, concernant le chocolat, j'ai actuellement dans le frigo l'équivalent de 4 tablettes de chocolat découpées n'importe comment, qui correspondent aux 4 essais avant d'arriver au résultat correct. C'est-à-dire que j'ai des morceaux de chocolat tout biscornus,
Parce que ça se découpe pas si facilement, en fait. Et du coup, ouais, il faut de l'entraînement. Et il faut faire chauffer le couteau, en fait. J'ai compris ça qu'au troisième essai, si on fait chauffer le couteau auparavant, en fait, ça fond plus que ça ne coupe. Et du coup, ça fait une coupe bien nette. Bref. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je voulais vous proposer ce soir un falsoté Siconchi. On va se replonger dans un fake du passé. Il n'y avait pas énormément de fake pour faire une revue du fake. Et en même temps, il y a un truc qui se produit demain soir. J'ai essayé de contacter TF1. Bon, pour l'instant, ils m'ont pas répondu, donc je pense que c'est un peu mort, mais je me disais que ça pourrait être intéressant si TF1 accepte qu'on puisse réutiliser son... Enfin, faire un react en direct de l'intervention demain soir. Vous savez, il y a une intervention d'Emmanuel Macron qui va être interrogé par différentes personnes, Salomé Saké, Thibaut Inchep, etc. Et donc, moi, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un debunk en direct. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut l'accord de TF1, puisque déjà, TF1, ils nous emmerdent dès qu'on fait un... Dès qu'on reprend un extrait d'un JT, ils me font sauter les replays. Donc du coup, j'ai écrit à TF1, j'ai écrit à différentes adresses, service presse, etc., pour voir si c'était possible de faire un react en direct. Bon, s'ils n'acceptent pas, ce que je redoute, hein, et ben à ce moment-là, je le ferai... Bon, de toute façon, je le regarderai, le truc, et puis je verrai si mercredi il y a lieu, et ben à ce moment-là, je ferai... Alors, plutôt mercredi dans la journée, parce que le soir, je peux pas, mais je ferai un debunk. Thibaut Inchep? Non, non, mais si, Thibaut Inchep, il est... Je sais pas, je sais plus à quel... Parce qu'en fait, ils prennent différents intervenants, donc vous avez Salomé Saké pour des questions sur la jeunesse, Robert Ménard pour des questions sur... Je sais plus. Sécurité, je sais pas. Thibaut Inchep sur le sport. Bref, vous avez un certain nombre d'intervenants, comme ça, il y en a 6. Sophie Binet aussi. Et donc, et plus des questions des téléspectateurs, enfin ça va durer 2 heures, donc je pense qu'il va y avoir un certain nombre de fakes qui vont être proférés. Donc ça peut être intéressant de faire un debunk. Stardust dit, au pire, tu fais en audio en direct. Ouais. Ouais, mais c'est tristouille un peu l'audio, je sais pas. Cécile Duflo aussi, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, écoutez, je vous tiendrai au courant. Suivez sur les réseaux sociaux, si jamais... Voilà. Je pense que je communiquerai là-dessus sur Blue Sky. Et puis je le mettrai d'ailleurs, en fait, sur le calendrier des streams sur la chaîne Twitch, là. Bon, bref, voilà. En attendant, ce soir, donc, un petit falsoté Siconchi. Et en guise de remerciement, nous allons faire des remerciements papaux. Parce que la semaine dernière, il y a eu un conclave, un nouveau pape, c'est pas tous les jours. Hein. Donc, écoutez, ce soir, nous allons nous intéresser, pour chaque remerciement, on va se référer à un fun fact, enfin à un fact en tout cas, sur un pape passé. Donc par exemple, Babar le Vert prend un 3e mois d'abonnement. Je l'en remercie. Et je lui conte l'histoire de Léon Ier. Léon Ier, dont le pontificat a eu lieu entre 440 et 461, donc ça ne nous rajeunit pas. Connu comme Léon le Grand, qui a renforcé le rôle du pape comme autorité spirituelle suprême. Et figurez-vous, il aurait convaincu Attila le 1 de ne pas attaquer Rome. Simplement par la force de sa parole. Est-ce qu'il n'y a pas du pape là? Et là, parce que Attila le 1, l'herbe ne repoussait pas derrière lui et tout. Hein. Alors peut-être il l'a reçu à un endroit où il n'y avait pas d'herbe. Donc bon, peut-être déjà ça a dû jouer. Enfin quand même. Imaginez la scène, il y a le pape, il y a Attila, le 1. S'il y a un autre 1,
Et ça fait 2-1, voilà. Ils sont combien? Et il lui dit, oui, n'attaquez pas Rome, et l'autre l'a pas fait. Alors, il se murmure quand même que l'intervention de l'empereur byzantin Marcien sur les arrières des Huns n'est sans doute pas étrangère au retrait d'Attila. Donc peut-être que la légende de Léon Ier a été un peu gonflée. Mais bon, Léon, c'est pas un 1. Non, Léon, c'est pas des 1. C'est des 1. Combien ça fait, Léon 1 plus Attila 1. Non, ouais, c'était Léon 1. Léon 1 et Attila 1. Je sais pas si Attila, c'était le 1, mais en tout cas, c'était un 1. Est-ce que c'était Attila 1 le 1? Je sais pas. Là, j'avoue, c'est compliqué. Gwen regarde, dit, je suis en fac d'histoire. Ah ben voilà, ben, tu auras des choses à raconter demain. Alors, Loco59 a pris un 5e mois d'abonnement. Je l'en remercie et je lui narre l'histoire de Grégoire Ier. Pape de 590 à 604, c'était en son honneur qu'a été baptisé le chant grégorien, même si c'était 2 siècles après sa mort. On veut un échantillon de chant grégorien. Là, tout de suite, mais j'ai pas prévu ça. En plus, il faut être plusieurs pour faire ça. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Voilà, c'était un échantillon de chant grégorien improvisé en rachiout, exactement. C'était la mélodie d'Erta. Ah, c'est ça. On est tellement influencé par la pub. Eh ben, c'était la version grégorienne de Erta, voilà. Et la prochaine fois, je leur demande une sponsor pour faire ça. Génitrix. On va parler de Sylvestre Ier. Parce que figure-toi, Génitrix, que Sylvestre Ier, qui a été pape de 314 en 335, selon la légende des actes de Sylvestre, qui est en réalité un récit postérieur qui a été rédigé au 5e siècle, il a connu l'empereur Constantin Ier, qui était son contemporain, et Constantin Ier avait été frappé par la lèpre. Et en consultant les prêtres du Capitole, à Rome, il lui avait recommandé de se baigner dans le sang de 3000 enfants pour guérir de la lèpre. Et les mères de Rome, les mamans, je veux dire, étaient pas trop emballées par l'idée. Donc elles l'ont supplié de pas tuer 3000 enfants, parce que bon... surtout qu'elles étaient assez nombreuses. C'est pas une mère qui avait 3000 enfants, hein, c'est potentiellement 3000 mères qui devaient donner chacune un enfant pour guérir le gars de la lèpre. Est-ce que c'était un vrai remède ou est-ce que c'était pas un truc de charlatan, ça aussi? Bon. Et donc là, du coup, il y a eu plusieurs choses. Une apparition des apôtres Pierre et Paul qui ont conseillé quand même à Constantin Ier de dire attention, est-ce que vous devriez pas plutôt prendre le baptême chrétien comme remède? Et donc du coup, l'empereur est allé voir le pape Sylvestre en disant j'aimerais bien essayer, avant de tuer 3000 enfants, de me faire baptiser chrétien pour voir si ça me guérit pas de la lèpre. Et Sylvestre lui a dit ok. Comme il s'était persécuté un peu les chrétiens, il dit tu libères les chrétiens prisonniers, je te baptise. Et a priori, comme il l'aurait guéri de la lèpre, l'histoire se termine bien. Une bonne fable. Oui, alors, comme c'est très postérieur, qu'il y a effectivement des apparitions d'apôtres, qu'il y a des solutions un peu surréalistes, il est possible que ça tienne de la fable. Pangolinette, merci beaucoup Pangolinette pour ton 37e mois d'abonnement. Nous allons nous plonger dans l'histoire de Formose. Formose, pape de 891 à 896, c'est une vraie épopée, cette histoire. À l'époque, donc l'aristocratie italienne cherche à contrôler un petit peu la papauté, et donc c'est le roi d'Italie qui choisit le pape. Et donc à l'époque, Guy de Spolète choisit comme pape Formose, et il lui dit tu devras couronner mon fils. Mais à ce moment-là, l'Italie se fait envahir par Arnulf, roi de Germanie, et donc du coup Formose, qui sent le vent tourner, il couronne plutôt le fils d'Arnulf, plutôt que le fils de Guy de Spolète. Colère de Guy de Spolète, et quand Arnulf se retire finalement en 897, les Spolétains reviennent à Rome et ils veulent se venger de Formose.
Ça sent le Formose, oui. Ouais, non, ça sent pas bon pour Formose. Et alors justement, pour remercier Retro 16 bits qui a envoyé les bits, la suite de l'histoire, c'est que Boniface VI, euh, qui a succédé à Formose, du 11 avril au 26 avril 896, il est resté que 15 jours. On ne sait pas s'il est mort de la goutte ou si lui-même il a été déposé par les Spolétains parce qu'ils étaient vraiment pas contents, les Spolétains. Ils sont revenus et ils ont dégommé Formose et puis ils ont dit ah l'autre aussi. Bref, Formose était fort mort. Voilà, tout à fait. Alors, on veut me faire porter une casquette. C'est n'importe quoi, hein. Oui, on est en pleine histoire sérieuse et ça me fait porter des casquettes. Alors je remercie Brutus pour son envoi de bits. Merci Brutus. Et donc la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que Étienne VI a succédé à Formose et à Boniface VI, donc lui n'est pas resté longtemps. Et donc les Spolétains qui étaient revenus, Guy de Spolète là, qui n'étaient pas contents, ils tenaient à ce que maintenant ça marche droit au niveau des papes. Ils ont sommé Étienne VI de juger son prédécesseur Formose. Donc le pontificat de Étienne VI est surtout connu pour ce qu'on appelle le concile cadavérique. Il a fait exhumer Formose, le pape d'avant, pour le juger mort. Donc du coup, ils l'ont installé sur une chaise, tout mort quoi, depuis plusieurs mois, habillé en habits fonds pontificaux, et donc il était interrogé publiquement. Et apparemment, il s'est pas très bien défendu, puisqu'il a été condamné. Cette histoire était différente. Alors, en vrai, il y avait un diacre qui répondait à sa place, mais enfin, il n'a pas dû bien le défendre, puisque l'autre s'est fait condamner. Comme condamnation, son élection a été déclarée invalide, donc tous ses actes pontificaux ont été annulés, il a été dépouillé de ses insignes, privé des 3 doigts qui lui servaient à faire la bénédiction. Voilà, il lui servait plus à grand chose depuis un bon moment, mais du coup il les a en plus perdus. Et il a été jeté par le peuple dans le Tibre. C'était un cold case. Non, il n'a pas été très loquace. Et pourtant le diacre est dans les détails. Ils l'ont condamné à mort. Mais non, mais c'est-à-dire il était déjà mort. Ils l'ont condamné à mort de manière posthume. C'est ça qu'on peut dire. Il était à 3 doigts de s'en sortir. Vous êtes en forme, c'est bien. Alors, attendez, parce qu'une histoire, elle n'est pas finie. Et pour remercier French Town Torval et son 36e mois d'abonnement, 3 ans d'abonnement, merci beaucoup French Town Torval, modératrice de choc de la chaîne, et qui a sa chaîne aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour chez French Town Torval. Eh bien, Théodore II, le pape suivant, qui a suivi Étienne VI, il n'est pas resté bien longtemps, il est resté 2 ans. Et donc Théodore II arrive en 897. Il se trouve qu'il a été pape uniquement pendant 20 jours, parce qu'il y avait une certaine tourmente, les choses étaient tourmentées. Mais comme le cadavre de Formose avait été récupéré par des pêcheurs dans leur filet, dans le Tibre, Théodore II, il l'a réhabilité parce que la situation avait encore changé. Et du coup, il a réhabilité Formose. Il n'avait pas demandé tout ça, Formose, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il était mort. Il est arrivé plus d'aventures, finalement, après sa mort que pendant son pontificat. Et du coup, là, il a re-été habilité et inhumé dignement dans la basilique Saint-Pierre, où on peut aller... Alors, est-ce qu'il a recollé ses doigts? Je ne sais pas, parce que les doigts... A priori, ils avaient dû être jetés dans le Tibre, mais ils ont dû passer dans les bails du filet, je sais pas. C'est un péché de repêcher un antipape? C'était pas un antipape, mais est-ce que c'est un péché de repêcher un pape? Je sais pas. Il est sorti du formol. On est d'accord que les papes, ça s'arrête à la mort du tenancier? Ben non, parce que là, vous voyez, Formose, il a été poursuivi longtemps après, quoi. Le fameux doigt canonique. Bref, voilà pour l'histoire de Formose. Merci à Kikish47 pour son 23e mois d'abonnement. J'ai pris du retard encore sur les abonnements. Sachez que, cher Kikish, Jean XX, l'histoire de Jean XX est intéressante aussi, parce que quelle est la date de règne de Jean XX? En fait, il n'a jamais existé, parce qu'il y a eu un trou dans la numérotation des papes Jean. Après Jean XIX, en 1032, le Jean suivant, il est arrivé en 1276.
Mais à cause de l'imprécision des listes de papes à cette époque, il y a un copiste du Moyen-Âge qui avait cru à tort qu'il y avait eu un pape Jean XX, et du coup l'autre est arrivé en 1276, on l'a appelé Jean XXI, et c'est qu'après coup qu'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas eu de Jean XX, finalement, en remettant les choses dans l'ordre, mais ça fait rien, il est resté Jean XXI, et du coup il n'y a pas de Jean XX. Jean XX de Metz, bien sûr, bien sûr. Le meilleur était Jambon. Voilà pour les remerciements. Dites donc merci parce que vous avez été fort généreux. Il y a eu beaucoup d'abonnements et de dons de bits. Je vous en remercie, c'est grâce à vous. C'est grâce à ça que la chaîne survit. Tout ça, c'était pour papoter, mais bien sûr. Alors, on va se lancer dans notre sujet ce soir, puisque ce soir, bien sûr, nous allons parler falseté Siconchi. Nous allons nous intéresser à un fake de l'histoire. Nous y voilà. Et bien sûr, tout ça commence par un générique. C'est les génériques un petit peu vite fait, mais maintenant il y a un générique au moins. Falseté Siconchi. Est-ce qu'on a le choix dans la date? Tout à fait, vous allez avoir le choix dans la date, car on va commencer, bien sûr, comme à chaque fois, par essayer de deviner la date des faits dont on va parler. Et même ce soir, sachez qu'il va y avoir 2 devinettes sur les dates. Parce qu'il y a 2 époques. Alors, je vois des gens commencent déjà à proposer des dates. Mais attendez, vous ne savez pas sur quoi on part. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelque temps, on avait parlé, dans un autre falseté Siconchi, on avait parlé d'un événement qui avait conduit à une division. Et bien là, quelques années plus tard, a lieu une autre division. Alors là, c'est pas évident, parce que du coup, 14... Ah, alors je vois déjà, il y a des gens qui déjà ont peut-être une vague idée. 14 sur 58, la division, non. Les fils de Charlemagne. Alors, tout à fait, Kairos 83, toi tu parles... En fait, tu parles du traité de Verdun, dont on avait parlé dans une vidéo précédente, liée au tempestaire. Le traité de Verdun, effectivement, on en avait parlé, c'était en 843, et il avait abouti à la division de l'empire carolingien de Charlemagne en 3 parties pour ses petits-fils. Mais là, on est encore quelques années plus tard, et regardez, la partie centrale, le royaume de Lothaire, est encore divisé en 3, c'est la casquette qui tombe, est encore divisé en 3 pour ses enfants. À quelle époque ça nous situe? Je peux même vous donner les... Allez, je vais vous donner les... Voilà. Donc on a divisé le royaume de Lothaire Ier en Lotharingie, Bourgogne-Provence et royaume d'Italie, qui vont être répartis entre les trois enfants. Ah, je vois du 855. Ouais. Ça y est, il y a des gens... Alors il y a quelqu'un qui l'avait trouvé il y a déjà très longtemps, c'était Valberum, qui l'avait dit très tôt. Mais effectivement... 855, l'Autiste en parle, Skembag, Pangolinette, Gwen Regarde. Gwen Regarde, bien sûr, c'est l'histoire, donc. Effectivement, ce traité-là... Alors oui, ça c'était le traité de Verdun dont on avait déjà parlé, et donc le royaume de Lothaire, en 855, 12 ans plus tard, fait l'objet de la division de Prum, entre... Regardons la carte. Voilà, Charles le Chauve, il occupe la Francie occidentale. Donc lui, c'est un frère de Lothaire, donc rien à voir. Et la France orientale, elle reste chez Louis de Germanique. Mais par contre, toute la partie centrale est divisée donc en 3. La Lotharingie qui revient à Lothaire II, la Bourgogne-Provence qui revient à Charles de Provence, et le royaume d'Italie qui revient à Louis II. Voilà, là, les choses sont à leur place. Donc ça, c'est en 855. Et 855, c'est donc l'époque de nos faits ce soir. Attention à ne pas faire des liaisons malvenues entre les mots.
Ce soir, en effet, nous allons parler de quelque chose qui se déroule en 858. La Roumanie est mal placée. Et paf, remonte ton slibard, Lothar. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque en 858? Alors, l'histoire commence bien sûr un peu avant 858. En 850, quelques années avant, une jeune femme, née de parents anglais dans la ville allemande de Mayence, s'éprend d'un jeune homme amoureux des lettres. Et donc évidemment, ce jeune homme se destine au monde exclusivement masculin de l'étude. Il envisage d'aller étudier à Athènes. Oh là là! Gilles-Sidax a lancé un oh là là en hommage à la jeune femme, je pense. Alors, donc, son amant part étudier à Athènes. Que fait-elle? Elle a envie de le suivre. Et puis peut-être que ça l'intéresse un petit peu les études, elle aussi. Et donc, elle décide de le suivre à Athènes et de se travestir en homme. Et donc elle se fait appeler Jean l'Anglais et entreprend des études avec son amant. Et avec son amant, oui, du coup elle entreprend des études, quoi, surtout. Elle suit son amant là-bas, mais donc effectivement, une fois à Athènes, elle suit des études et elle fait de tels progrès dans diverses branches du savoir qu'on ne peut trouver personne pour l'égaler. Elle a des capacités extraordinaires. Cette histoire devinable avant le début, le prof a lancé un gros indice pendant les remerciements. C'est possible. Et or, à Athènes, drame, son amant meurt. Enfin ça dépend un peu des versions de l'histoire, mais a priori, dans une des versions, son amant meurt. Toujours est-il que donc, elle part enseigner, une fois ayant atteint un grand niveau d'études, elle part enseigner au Trivium à Rome. Et là, elle a de grands maîtres, comme disciples et auditeurs, et comme sa vie et son savoir étaient tenus en haute estime dans la ville, elle est faite notaire de la curie à cause de la droiture de son caractère. Là, je vous lis une chronique de l'époque. Elle est faite notaire de la curie à cause de la droiture de son caractère, puis cardinal, et enfin, à la mort de Benoît III, elle est élue pape. Mais, bien sûr, elle est toujours travestie en homme. C'est-à-dire que... Alors là, évidemment, cette représentation qui date de 1500 a été faite des siècles plus tard, et donc là on l'appelle la papesse Jeanne. Mais à l'époque, elle se fait appeler Jean VIII. Elle prend le nom de Jean VIII. Et on pense que Jean VIII, donc qui succède à Benoît III, est un homme. Alors c'est une époque compliquée parce que selon effectivement la version, c'est après Benoît III, mais ça peut être aussi après Léon IV. Donc c'est une époque qui est un petit peu compliquée. Les empereurs ont de moins en moins d'emprise sur l'élection des papes, mais ils essayent quand même d'intervenir. Et notamment en 853, le clergé aurait voulu élire Adrien II. Il n'a pas été élu, mais il reviendra plus tard. Et en 855, on a élu d'ailleurs Benoît III. Mais il y avait un antipape élu contre lui, Anastase III, qui lui était soutenu par le pouvoir impérial contre l'avis du clergé qui lui aurait voulu Adrien II puis Benoît III. Et donc, sur ces entrefaites, arrive donc Jeanne, qui sait s'imposer et qui apparemment, dans cette période de trouble, est élue à l'unanimité. Et donc, prend le nom de Jean VIII. Son pontificat se passe bien. Elle institue notamment le jeûne des 4 temps. Alors qu'est-ce que c'est le jeûne des 4 temps? En fait, ça existait déjà dans la liturgie romaine, depuis la haute antiquité. Mais là, c'est institué, quoi. Dans chacune des 4 saisons de l'année, il y a une semaine dite des 4 temps, au cours de laquelle le mercredi, le vendredi et le samedi, ce sont des jours de jeûne et d'abstinence avec des prières particulières à faire ces jours-là. Voilà, donc elle institue ça. Bon, elle fait son job de pape, quoi. 2 ans s'écoulent, mais alors qu'elle est
donc elle est pape, travestie en homme, hein, euh, elle tombe enceinte. Alors, on ne sait pas si c'est son amant, donc ça dépend des versions. On ne sait pas si c'est toujours son amant d'Athènes, s'il n'était pas mort et comme c'est quelqu'un qu'on me décrit comme droite, elle doit toujours être avec lui. Donc on ne sait pas si c'est lui qui la met enceinte ou si c'est qu'elle a un autre amant. En vrai, elle tombe enceinte. Donc elle le cache, évidemment, comme elle le peut, quoi. Mais ne connaissant pas précisément la date et l'heure de l'accouchement, elle se fait avoir un jour qu'elle est en train de se rendre de Saint-Pierre au Latran. Le pape, donc, finalement, est pris d'un étrange malaise, donc les gens autour s'inquiètent. On doit la descendre de son cheval et on s'aperçoit que elle est en train d'accoucher en pleine rue. Et donc voilà, le pape accouche à la stupéfaction générale, hein, en pleine rue. Et là, donc, selon les versions, ça varie, mais soit Jeanne finit morte en couche à cet endroit-là, soit, ce qui est plus cruel, elle finit lapidée par la foule. La première version, donc la plus anciennement chroniquée, raconte qu'elle fut traînée sur une demi-lieue, les pieds liés à la queue de son cheval. Les gens étaient pas contents. Les gens, ils avaient l'impression de s'être fait un peu flouer. Quoi, le pape, c'est une papesse. Et en plus, elle accouche en plein milieu de la rue, ça va pas, on va l'attacher à son cheval et ça va pas se passer comme ça. Donc, bon bah elle meurt, hein, du coup. Elle s'est fait chroniquer sur ce coup. Petit jeu de mots. Innocent. Elle s'est fait chroniquer. Donc voilà, bon, alors on raconte que donc après sa mort, on rapporte qu'elle fut enterrée à cet endroit précis. Et que depuis, le pape évite quel qu'il soit, hein, évite toujours cette rue. On pense que c'est en raison de la détestation de cet événement. Et que donc, bien sûr, elle n'est pas placée dans le catalogue des saints pontifes à cause de la difformité du sexe féminin appliquée à cette affaire, d'après la chronique de l'époque. Et suite à cette affaire-là, donc triste affaire, hein, donc là on a différentes représentations effectivement qui datent de différentes époques, de la stupéfaction de l'accouchement en pleine rue. Ça, c'est une gravure un peu plus tardive, au moment où on commence à l'appeler la papesse Jeanne et plus Jean VIII, en 1493. Et ça, voilà, c'est donc ce qui a été institué à partir de là, la vérification de la virilité des nouveaux papes. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un... Voilà, on le voit là, hein, le pape nouvellement élu, là, c'est Innocent X. Bon, bah, Innocent X, il est innocent. Il savait pas ce qui allait lui arriver. Eh bien, on met un paravent et quelqu'un vérifie les attributs virils du pape. Et c'est là que, s'il dit la formule... On le voit là, en train de dire une petite formule, le gars qui a les mains... les mains derrière le paravent, les mains sur l'objet... Il dit « Duos habet et bene pendantes ». Il y en a deux et elles sont bien pendantes. Donc ça veut dire il a les attributs nécessaires pour être un pape masculin. Habemus baloche, comme dit José Bovis. En fait, pape, ça vient de palpe. Voilà. Donc... Quelque part, c'est aussi un peu Dieu qui l'a mis à ce poste, christiniquement parlant. Il y en a deux et elles pendent. Oui, non, voilà, c'est ça. Alors, bon, on a vu en même temps, c'était un peu l'intérêt aussi de cette série de remerciements sous forme de fun fact, que des fois, il y a des histoires rocambolesques dont on n'est pas très sûr parce que ça dépend de à quel moment elles ont été écrites, etc. Et là, cette histoire, il y a quelques incohérences. Il y a une série d'indices dans le texte que j'ai lu là, qui montrent des anachronismes, et qui pointeraient plutôt vers le XIIIe siècle. Or, c'est de cette date-là que... alors, n'allons pas trop vite, je vais vous faire deviner une...
Je vais vous faire deviner une autre date. Ils ont gardé cette tradition pendant longtemps. Ah, on va en reparler. Lors du conclave, c'est Dieu qui guide les cardinaux. Comment il ne sait pas qui est un homme, qui est une femme, si seul un homme peut être pape? Alors, je ne sais pas si vous avez vu Conclave, le film Conclave, qui, du coup, qui est revenu un petit peu dans l'actualité dernièrement à cause du conclave. La, la question est posée encore différemment dans Conclave. Alors, les seconds faits, à présent. Et c'est la seconde devinette. Voici un indice qui devrait vous mettre sur la voie de la date de ces seconds faits. Alors, c'est pas facile, mais... Le film Conclave, la fin est cool, mais le film reste assez chiant. Après, ça décrit un conclave, hein, donc... il n'y a pas masse de cascades. Il n'y a pas d'action, beaucoup. Mais... 1337. Alors, non. C'est joli, ça donne envie de faire du tourisme, dit Manus H. Alors, est-ce que certains connaissent? Je vois du 1230. Non. Mais... ça pourrait, mais c'est pas ça. Je vois pourquoi tu dis 1230, Pangolinette, mais c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est le Palais des Papes à Avignon? Non. Pas le Palais des Papes à Avignon, ça. C'est là que le pape Benoît a fini ses jours. Alors peut-être, mais... Ah, voilà, Pangolinette, là. Basilique Saint-François d'Assise. Tout à fait, c'est la basilique Saint-François d'Assise. Non, Stardust, c'est pas la maison d'un youtubeur lambda. Je sais pas... Oh la vache. Il est pas là. Même Squeezie, je sais pas si Squeezie ou Thibaut Inchep ont des maisons pareilles, mais bon, les youtubeurs lambda, je pense pas. Hein. Donc la basilique de Jean-Jacques Debout, non, mais de Saint-François d'Assise, oui. Ça paye bien NordVPN, hein. Je sais pas, je fais pas de sponsor. Hein. C'est où cette basilique? Eh ben à Assise. Parce que c'est la basilique Saint-François d'Assise. Alors, plus exactement, elle se situe en Omblie. L'Omblie, c'est une région au centre de l'Italie. Donc du coup, est-ce que ça vous inspire des dates, maintenant que vous avez le lieu? Non, alors, je vois que vous dites 1228, 1230 parce que vous parlez de la construction. En fait, la date, c'est pas évident. Déjà, vous avez trouvé Saint-François d'Assise, c'est pas mal. La date, c'était celle de la consécration par le pape Innocent XIV en 1253. Regardez, l'Omblie, c'est là. L'Ombrie. J'ai dit l'Omblie. C'est l'Ombrie, bien sûr. Ombrie. Erreur. Donc, 1253, c'est la date de la consécration. C'était pas évident de trouver un événement de cette année-là quand on est sur des années un peu lointaines. Belle photo d'époque. Ben non, du coup. On prie, voilà, c'est ça, on prie. Macaulay, voilà, c'est pour ça que je comprenais pas. Voilà, ça c'est exactement la réaction qu'ont eu des gens sur certaines énigmes, vous savez. C'est-à-dire, en fait, que j'ai dit ombli ou ombri, ça change rien du tout. Mais des gens prennent ce prétexte en disant, voilà, je pouvais pas trouver. Comment vouliez-vous? La mauvaise foi, l'incapacité de reconnaître qu'on s'est trompé et reporter l'erreur sur le streamer. Non mais c'est logique. C'est réellement à Assise. Ah bah oui, Saint-François d'Assise, c'est à Assise, hein. C'est le principe. Faut être précis quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais vous avez raison. Donc en tout cas, voilà. Ça a été consacré en 1253 et ça tombe bien, c'est la période que l'on recherchait. On va se référer maintenant à des faits postérieurs.
à ceux dont on a parlé, puisque là, on se trouve 4 siècles plus tard, quand même. Hein. En 1250, entre 1250 et 1254. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque? Eh bien, je vous propose d'en parler juste après la pub, car je vois qu'il y a une pub qui commence, mais ça me donnera l'occasion de remercier Samuel Vimer, qui a offert un abonnement à Andy Manon. Merci Samuel Vimer. Donc, pour la peine, avant d'enchaîner, un petit remerciement pour Samuel Vimer. On en était resté à Célestin 2. Eh bien, allez, un petit fun fact sur un pape un peu plus contemporain, c'est Pie IX. Pie IX, 1846-1878. Ça, c'est pour toi, Samuel Vimer, c'est pour te remercier. Pie IX a eu le plus long pontificat de l'histoire après celui de Saint-Pierre. 32 ans. Au début, il était très libéral, après il a pris un virage plus conservateur. Et il faut savoir que c'est un pape qui a condamné le rationalisme. En 1864, il disait « Les écoles populaires sont principalement établies en vue de donner au peuple un enseignement religieux, de le porter à la piété et à une discipline morale. » Et il aurait déclaré, par exemple, que la théorie darwinienne était le doigt du démon. Donc, voilà, Pie IX, c'était pas la fête à la rationalité. Et alors... Histoire étonnante, je connaissais pas du tout cette histoire, mais qui a fait apparemment un scandale international à l'époque. Il a fait emprisonner un enfant juif de 6 ans, Edgardo Mortara. Il l'a fait enlever à sa famille parce que l'enfant avait été baptisé d'urgence par la servante de la famille, Anna Morisi, qui était catholique, et qu'il avait cru en danger de mort au cours d'une grave maladie, alors qu'il était nourrisson. Et donc, sans le consentement des parents, Anna Morisi, la servante, l'a fait baptiser chrétien d'urgence. Et donc, du coup, dès que l'Église a su ça, l'enfant a été enlevé à ses parents contre leur volonté, bien sûr, hein, et conduit à Rome, confié à la maison des catéchumènes, puis dans un couvent pour être élevé dans la religion catholique sous le nom de Pio. Et donc sa famille, effectivement, aurait préféré l'élever, peut-être que lui aussi, sans doute, mais suite à l'intervention de Pie... Alors, évidemment, Pie IX a été un petit peu... Ça s'est mal passé, voilà, il y a... internationalement, ça a chauffé, il a été mal vu pour ce type de décision. C'est rare un enlèvement en étant d'accord, et tout à fait. Bon, après, il y a sans doute d'autres choses à dire sur l'histoire de Pie IX, parce qu'il est resté 32 ans, mais là, le principe, c'est un fact, ou un fun fact. Là, il n'est pas très fun, celui-là. Donc, j'en ai pris un. Voilà, il se trouve qu'effectivement, là, c'est cette histoire qui a marqué quand même son pontificat. Bon, ça, c'était pour remercier Samuel Vimer. Une histoire joyeuse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1250-1254 ? Par rapport à notre papesse Jeanne, et d'ailleurs je pense que maintenant on peut changer le titre du stream, on peut le dire carrément dans le titre du stream, on parle ce soir effectivement de la papesse Jeanne. Eh bien il se trouve que les premières histoires qu'on connaisse, les premiers récits qu'on connaisse sur l'histoire de Jean VIII, et donc la papesse Jeanne par la suite, remonte à cette époque, en particulier le moine Jean de Mailly, qui était donc un dominicain à Metz. Et donc il mentionne pour la première fois dans sa Chronica Universalis l'histoire d'une femme qui aurait été élue pape près de 300 ans auparavant. Attendez, parce que ça, on a le texte exact. Lui, c'est un tout petit texte, au départ. Donc là, j'ai quelques refs que j'ai utilisés pour la préparation. Donc, je vous donnerai les liens. Est-ce que... Alors, attendez, parce que là, je cherche celui où on voit le texte. Il arrive, hein. On n'a jamais été si proche du moment où je l'affichais. Voilà. Hop, là, bim.
Voilà, le texte de Jean de Mailly. Donc lui, il est assez sommaire. Mais c'est donc la première mention connue. Hop. Tac, tac. Oui, ça s'affiche. Merveilleux. Donc le texte de Jean de Mailly. Oui, ce qui est intéressant, c'est que il écrit à vérifier. Et en fait, apparemment, hein, d'après ce qu'on en sait, il écrit ça sur un manuscrit en face d'un autre texte à vérifier. Autrement dit, en fait, pour lui, ça fait partie de choses qu'il avait relevées. C'était des notes. Voilà, c'était des notes, pas... Et donc des choses sur lesquelles il comptait revenir. Le check news de l'époque, oui. À vérifier. À propos d'un certain pape, ou plutôt d'une papesse, car c'était une femme. Se faisant passer pour un homme, il fut fait notaire de la curie à cause de la droiture de son caractère, puis cardinal et enfin pape. Un certain jour, alors qu'il était monté à cheval, il donna naissance à un enfant, et aussitôt, par la justice romaine, il eut les pieds liés ensemble et fut traîné par la queue du cheval et lapidé par le peuple sur une demi-lieue, et là où il mourut, il fut enterré, et c'est là qu'il fut écrit « Pierre, père des pères, publie la parturition, accouchement, de la papesse ». Autrement dit, Petre, pater patrum, papice prodito partum. Sous lui fut institué le jeûne des 4 temps, appelé le jeûne de la papesse. Donc, ça, c'est les premières mentions qu'on trouve. Mais, en fait, il y a une série d'indices, déjà dans ce texte-là, et dans d'autres qu'on va voir, hein, qui semblent montrer que ça date vraiment du XIIIe siècle. Parce que, en particulier, la carrière de la papesse, notaire de la curie, puis cardinal, puis pape, on formule pas ça comme ça avant le XIIIe siècle. Le cheval que la papesse chevauche aussi au moment de son accouchement, ça aussi, ça mérite un peu l'attention. L'usage du cheval du pape est a priori ancienne, mais en réalité, c'est que vers 1200 qu'apparaît, qu'on commence vraiment à représenter le pape sur un cheval. Et de même pour la sanction judiciaire qui est évoquée, Jade traînait sur une demi-lieue, les pieds liés à la queue de son cheval. Les sources évoquent surtout ce châtiment à partir des dernières décennies du XIIe siècle. C'est une expiation réservée aux traîtres. Auparavant, on n'en parle pas trop. Et enfin, le verset prononcé par le démon va dans le même sens. Il est composé de 6 mots qui commencent tous en latin, donc le fameux Petre, pater patrum, papice prodito partum. C'est une métaphore de la figure du pape qui se diffuse plutôt à partir du XIIe siècle. Donc, il y a des indices. C'est forcément un fait que les papes roulent en papa mobile Mercedes. Voilà. Le pape à cheval. C'est une très mauvaise idée de chevaucher un cheval quand on est enceinte. Elle n'aurait pas pu trouver un prétexte. Non, mais a priori, on est en train de se rendre vers la conclusion que tout ça était faux. Donc, en fait, alors, ce qui est intéressant, là, il y a plein d'articles, et notamment celui-là de la revue L'Histoire. Je vous donne le lien, mais je vais vous l'afficher là. Tac. Hop. Alors, pourquoi j'arrive pas à l'afficher? Parce qu'il y en a un autre par devant, voilà. Donc avec Agostino Paravicini Bagliani, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Je vous donne les liens, comme ça vous pourrez aller creuser ça par vous-même. Hop. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il nous... voilà, en fait, lui, il a étudié l'ensemble des textes qui parlent de cette histoire. Poursuivi jusqu'à l'an 1500, la récolte des textes de la tradition littéraire de la papesse compte désormais 109 témoignages littéraires, édités et commentés. Ils proviennent pour moitié du monde germanophone. Suivent l'Italie, le monde francophone, l'Angleterre et l'Écosse, le monde gréco-byzantin, l'Espagne et la Hongrie. Les chroniques constituent l'épine dorsale de la circulation de la légende, et aujourd'hui on la qualifie bien sûr de légende.
Donc a priori, tout ça était un fake. Euh, donc toute cette tradition littéraire dépend de l'un ou l'autre de trois auteurs du milieu du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, toute la tradition, l'histoire a été enrichie, comme d'habitude, exagérée, adaptée en fonction des préoccupations de chaque époque. Mais donc tout part de trois auteurs du milieu donc, du XIIIe siècle. Jean de Mailly, donc le dominicain dont on a parlé, Martin le Polonais, qui était également dominicain, et le franciscain anonyme d'Erfurt, auteur de la Chronica Minor. Et Jean de Mailly, donc, écrit sa notice entre 1250 et 1254. C'est pour ça que je vous ai fait deviner cette période-là, vous voyez. Il écrit sa notice sur la marge inférieure d'un feuillet de son manuscrit autographe qui porte sur les années 1050-1100. Donc vous voyez, même la datation, en fait, est pas hyper claire. En 1261, l'histoire fait son entrée dans la Chronica Minor d'Erfurt, et au même moment, cette version est accueillie dans la chronique de l'abbaye cistercienne d'Alzell, près de Dresde, dont le manuscrit de Leipzig contient la plus ancienne représentation visuelle de la papesse. Avant cette date, au couvent dominicain de Lyon, Étienne de Bourbon reprend la version de Jean de Mailly, il sera le seul à le faire, dans son célèbre recueil d'Exempla, qui sont donc des courts récits à vocation morale employés par les prédicateurs dans leurs sermons. Et en fait, ce genre de petits récits, effectivement, permettent de mettre en exergue un fait du passé, souvent légendaire, mais qui permet d'aboutir à une morale. Et là, en l'occurrence, la morale qui va revenir souvent, c'est celle de la légitimité du pape ou d'une figure d'autorité, quoi. Bonne soirée, Tour Maligne. Merci à toi. Alors, et donc, que j'aille un peu plus loin. Donc, les indices, voilà, ben, on en a un petit peu parlé. Une femme n'enseigne pas. Quant à la très haute instruction... Alors attendez, j'avais des images, non, je sais plus. Non, c'est des images de... Oui, voilà, écoutez, de moines qui relatent l'histoire. Quant à la très haute instruction de la jeune femme, élément présent dans les trois notices dont on a parlé, le fait est que de nombreux papes ont joui d'une grande réputation intellectuelle au XIIIe siècle. Et donc une telle emphase légitimait les électeurs de la papesse, qui, ignorant son sexe, avait élu une personne dont la science correspondait à la figure idéale d'un pape. Mais elle servait aussi à dire que même une femme aussi exceptionnellement instruite ne pouvait accéder à la dignité de pontife romain. Hein ? C'est pas parce que vous êtes instruite, parce que vous restez une femme quand même. Donc à la base, c'est pas possible. Voilà. Ça n'a pas beaucoup évolué hein, là-dessus. Là, par exemple, il y avait 133 électeurs au conclave et il n'y avait que des hommes, a priori. Reste un élément à expliquer. Oui, alors ça aussi, voilà, il reste des zones de flou. Pourquoi la jeune fille est-elle conduite à Athènes, par exemple ? Ville qui, au XIIIe siècle, ne possédait pas d'école prestigieuse. Ça peut être parce qu'il aurait été peu crédible de la faire étudier à Paris ou à Oxford, les femmes étant alors exclues des universités de la chrétienté latine. Oui, alors il y a effectivement quelqu'un qui explique que l'archidiacre de Leicester, Jean de Basingstoke, aurait raconté au chroniqueur anglais Mathieu Paris qu'à Athènes, où il s'était rendu dans sa jeunesse, il avait connu une jeune femme, Constantine, fille de l'archevêque. Alors déjà, c'est très étonnant, la fille de l'archevêque, qui maîtrisait le trivium et le quadrivium, qui regroupe l'ensemble des enseignements médiévaux, et qui savait prédire à ses auditeurs les éclipses solaires et les tremblements de terre même. Et Matthieu décrit l'instruction de Constantine et son succès magistral avec des mots si proches de ceux dont Martin le Polonais s'est servi pour dresser l'éloge intellectuel de la future papesse, qu'on serait tenté de mettre en relation ces deux écrits.
Alors ensuite, donc là, alors je vous lis pas tout l'article hein, de l'histoire là, euh, mais effectivement, on arrive à voir qu'en fait, il y a des emprunts, il y a des emprunts à des choses vraies. Il y a notamment, il y a eu un vrai Jean VIII, et ça fait partie aussi des incohérences du récit, c'est-à-dire qu'en fait, on nous présente au départ, en tout cas. Certains des chroniqueurs ont présenté donc cette papesse comme Jean VIII. Or, il y a eu un vrai Jean VIII et qui a pas du tout eu le même destin d'après les chroniques aussi de l'époque. Il y a eu un pape Jean VIII de 872 à 882, donc un petit peu après. C'est notamment lui qui a fait couronner l'empereur, empereur Charles III le Gros de la Francie orientale. Prédire les tremblements de terre, ouais, c'est chaud quand même, hein. Prédire les éclipses, oui. Mais les tremblements de terre, les gars à l'époque allaient à la pêche à l'instruite. Petit jeu de mots. Vous êtes déchaînés. Vous êtes déchaînés. Pas de grossophobie. Écoutez, je dis, on l'appelait Charles le Gros. Je sais même pas s'il était gros. Hein, vous savez, à l'époque, pas grand chose hein, pour susciter les surnoms. Donc en tout cas, il a fait couronner Charles III le Gros. Il a dédicacé, Jean VIII, il a dédicacé la première église carolingienne du monastère de Vézelay en 878. Et anecdote, je vous jure que c'est vrai, il s'est fait voler sa mule en 878. Donc alors qu'il était venu en Francie orientale pour, pour consacrer donc la première église du monastère de Vézelay, il est resté il a fait un petit séjour à Saint-Marcel-les-Chalons et il s'est fait voler sa mule en 878. L'insécurité en France. Voilà. On a un pape qui nous rend visite et on lui vole sa mule. Bravo. Faut pas garer sa mule n'importe où. Alors voilà. Après, comment il l'avait garé, voilà. Ça, l'histoire ne le dit pas. Hein. C'est facile voilà. Les CNews de l'époque nous ont relaté ça en mode oui, il s'est fait voler sa mule. Mais est-ce qu'on sait si vraiment comment ça s'est passé l'histoire? On n'a pas le détail de l'histoire. Bref. Donc voilà. Ah oui, et les annales de Fulda disent qu'il aurait été d'abord empoisonné par ses ennemis romains et ensuite achevé de plusieurs coups de marteau sur le crâne. Donc il serait a priori le premier pape à avoir été assassiné. Et c'est vrai que bon, ça rigolait pas parce que empoisonné puis achevé à coups de marteau. Bon. En tout cas, voilà, c'est pas le même destin que la Jean VIII dont on nous a parlé. Donc il y a a priori déjà des incohérences. Et il se pourrait que la légende de Jeanne repose en fait au départ sur une anecdote historique liée à Jean VIII. Parce qu'il était jugé trop faible face au patriarche de l'église de Constantinople. Et donc il était surnommé la papesse. À cause de sa faiblesse. Vous voyez, là, encore, alors on va me dire, oui, misogynie, mais là, on l'affublait d'un qualificatif féminin pour le dévaloriser, vous voyez. On l'appelait la papesse, et donc du coup, à l'époque où cette histoire ressurgit, la légende de la papesse Jeanne résonne un petit peu avec l'actualité du moment, parce que l'exclusion de la papesse du catalogue des saints pontifes, c'est en parfaite adéquation avec le débat, à ce moment-là, vers 1140, qui a démarré vers 1140, sur l'impossibilité pour les femmes d'accéder aux ordres sacrés. En affirmant que, donc c'est Gratien qui a démarré ça vers 1140, en affirmant que les femmes ne pouvaient être promues ni au sacerdoce, ni au diaconat, et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les deux bien pendantes dont on a parlé tout à l'heure. Navisli envoie une petite pique qui n'a rien à voir. Petit message en retard. Déduction. Déficator a découvert Katy Perry... Non, mais j'ai pas découvert Katy Perry avec le spatial. Je me suis intéressé. Je connaissais l'existence de Katy Perry, donc je me suis réellement intéressé à Katy Perry à cette occasion-là. Bon. On découvre Katy Perry avec la vidéo Zelda Rap de Smosh. Donc Déficator n'a pas vu la vidéo
Zelda rap de Smosh. Oui, alors ça... Donc je suis déçu. Bah, je suis désolé. On peut pas tout connaître, hein. Donc voilà. Voilà le... Alors, j'avais noté... Alors, il y a Alain Bourreau aussi qui a fait un article. Donc, je vais pas tout vous lire, hein, parce qu'après, ça devient de la gourmandise. Mais il y a un article assez complet de Alain Bourreau qui avait travaillé avant l'historien là qui a écrit dans l'histoire et qui effectivement a fait une hop, voilà, sur percé.fr on peut trouver un vieil article de lui qui date des années 80 et qui avait donc commencé effectivement à faire des premières recherches. Alors attendez. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Alain Bourreau donc, nous explique « Le récit présente dans l'histoire pontificale un cas de non-légitimité, signalé ici par la féminité du sujet. Et Martin le Polonais conclut à l'invalidité du règne avec un vocabulaire nettement juridique. Il résout un cas, un individu inéligible, même élu légalement, ne bénéficie d'aucune légitimité. » Et ça, c'est une réflexion qui résonne avec la période de ses écrits. À la fin du XIIIe siècle, l'autorité pontificale est en pleine crise. Après la mort du pape Nicolas IV en 1292, les évêques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le nom de son successeur, et donc la place est restée vacante pendant près de 27 mois. Vous voyez, la fumée blanche s'est faite attendre. Il a fallu, vous imaginez, vous êtes sur la place Saint-Pierre, vous dites, voilà, allez, conclave, on va bientôt avoir un pape. 27 ans avant de voir la fumée blanche. Ça a dû paraître un peu long. Donc à cette époque, voilà, il y a effectivement il y a une crise. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ils sont sortis de cette crise-là avec Célestin V finalement désigné. Mais face aux critiques, parce qu'il a été désigné, mais très critiqué, il a renoncé à sa charge après seulement quelques semaines. Ils ont élu ensuite un autre pape, Boniface VIII, mais sa légitimité a été contestée par plusieurs souverains d'Europe, dont le roi de France, Philippe le Bel. Et après, ça n'a fait que s'amplifier. Parce qu'au XIVe siècle, cette histoire est reprise, de plus en plus racontée, parce qu'elle fait écho à toutes ces difficultés, en fait, sur la légitimité du pape. Et donc, on met en évidence que on peut pas, n'importe qui peut pas être pape. Et l'histoire de Jeanne, elle est amplifiée, déformée, évidemment. À cette époque, il y a le grand schisme d'Occident, qui survient donc entre 1378 et 1417. Période durant laquelle il y a donc deux courants politiques rivaux avec des papes successifs qui se succèdent simultanément, en s'excommuniant réciproquement. Il y en avait un à Rome, l'autre à Avignon. Vous connaissez sûrement le palais des papes en Avignon. Donc c'est voilà le grand schisme. Et l'histoire de Jeanne, à ce moment-là, elle est importante parce que pour les deux parties, ça montre un exemple déjà de pape qui a été déposé parce que il n'était pas jugé légitime, et donc ça assoit la tradition de, voilà, quand on estime qu'un pape n'est pas légitime, eh ben on a le droit de le destituer, quoi. De le déposer. C'est le terme consacré. Et donc, dans les récits postérieurs, ça part vraiment en vrille. C'est-à-dire que Jeanne, bon, jusque-là, bon, on a vu ce qui était raconté sur elle. Bon, elle a une fin tragique, certes, mais enfin, elle reste un personnage digne. À partir de là, vous voyez, on commence à la représenter. Là, par exemple, elle est représentée sur la bête de l'Apocalypse avec toutes ces têtes-là. Chez Martin le Polonais, la femme pape était un personnage non canonique, donc exclu de la succession pontificale, dont la narration ne faisait l'objet d'aucun jugement moral. En revanche, donc, dans les récits postérieurs, elle est représentée comme adultère, travestie, lubrique, voire prostituée, d'où les réemplois protestants
Après Luther et Calvin, c'est en Angleterre, après la création de l'Église anglicane, que le mouvement antipapiste produit ensuite un grand nombre de récits sur la papesse. Et c'est pour ça qu'on a vu dans la liste des 109 récits là, qui avaient été dressés par l'historien, il y a pas mal de récits. Au départ, il y avait ces récits en France, et puis ensuite, il y a beaucoup de récits anglais ou germaniques, parce que l'histoire a été reprise, amplifiée, et qu'elle permettait de raconter quelque chose sur la morale de l'époque. Stardust nous dit, les Italiens auraient dit des papes, oui mais des papes, oui mais des Panzani. Ça c'est de Coluche, hein, si... si je ne m'abuse. Alors, X over 9000 Bovies nous dit, pour éviter que ça prenne autant de temps, Grégoire X a instauré une règle pour motiver les cardinaux. Après 3 jours, ils ne recevaient plus qu'un repas par jour. Et au bout de 8 jours, seulement du pain et de l'eau. Du coup, ça prenait pas 3 mois pour se décider. C'est une vraie anecdote, ça, ou pas? Parce que, à force, on sait plus, hein. On sait plus. Donc, en tout cas, voilà, il y a eu énormément de récits, ensuite, qui ont amplifié cette histoire. Et bien sûr, donc voilà, on a abouti ensuite à des... Voilà, là, on est en 1675. Vous voyez que la représentation est devenue assez différente de ce qu'on avait au départ, avec l'histoire de la chute du cheval, etc. Et... Non, oui, ça c'est la papesse Jeanne. Ah oui, si, voilà. Et bien sûr, il faut revenir sur le duos abet et bene pendantes. Il en a 2 et elles pendent bien. Donc ça aussi, c'est une légende urbaine, en fait, cette vérification. Lors d'un conclave, le pape élu devrait, d'après cette légende, se soumettre à un rituel de vérification de la masculinité, afin d'éviter une nouvelle affaire comme celle de Jeanne la papesse. Bon, ça n'a jamais eu lieu, en fait. Hein, c'est pas... donc l'histoire de la chaise percée, pour vérifier que le pape était bien un homme, et donc annoncé finalement en latin après avoir tâté les valseuses pontificales. Duos abet et bene pendantes, il y en a 2 et bien pendantes. Ah, ce à quoi l'Assemblée, je l'avais pas dit tout à l'heure, l'Assemblée répondait Deo gratias, nous rendons grâce à Dieu. Imaginez la scène, c'est presque comique, quoi. Il en a 2 et elles sont bien pendantes. Oh grâce à Dieu. Bon, ben non, a priori c'était une fake news, mais qui va perdurer jusqu'à la fin du XVIe siècle, avant que la curie romaine la démente fermement. Donc voilà en gros l'histoire de cette papesse Jeanne, qui est donc une fausse histoire, mais qui ensuite a été réutilisée parce que elle permettait de raconter une histoire morale, et elle a évolué au fil des préoccupations politiques, au fil des siècles, pour pouvoir, bien sûr, fournir un petit récit moral adapté aux préoccupations de l'époque. Astromiel dit si ça a été démenti fermement. En tout cas, a priori, les historiens n'ont pas l'air de remettre en question le démenti. CNews à propos des woke, il en a 2 et elles sont bien pensantes. Ça part sur n'importe quoi. Astro Miguel dit je les imaginais déjà avoir fait ça la semaine dernière. Non, a priori c'est pas... Ah ben couilles papa, non. A priori non. Bon voilà, après, est-ce que les fakes autour des papes ont cessé après cette époque-là? Pas du tout. Vous avez bien sûr quantité de fakes. J'en ai encore vu un aujourd'hui. Celui-là, je l'ai vu passer ce matin. Donc, il y a des gens qui ressentent le besoin d'exister, je sais pas. Donc, par exemple, là, ça c'est sur Threads.
Je suis sur Threads, hein, n'hésitez pas, si vous cherchez un réseau social, n'hésitez pas, j'y suis. Hop. Donc là, cette publication nous dit... C'est pas ça, toujours pas. Non, toujours pas. Pourquoi je l'ai pas? Attendez. Voilà, donc là, elle nous dit la croix... la croix, en fait, que portait le pape François. Vous voyez, en fait, là, on nous cercle cette croix. Et même son anneau. Eh bien, cette croix, elle a disparu. Bon, je sais pas à quel moment ça arrive, mais à un moment, on nous montre le cercueil, et effectivement, la croix n'est plus... voilà, regardez. La croix, elle est plus là! Bon, sauf qu'en fait, la croix, effectivement, pour ceux elle a été fixée au-dessus de son tombeau, donc personne n'a volé la croix de François. Bon, voilà, le genre de truc qui circule. Plus étonnant, la semaine dernière, vous avez peut-être vu passer ça, sur le réseau social Truth, et sur X aussi, je crois, hein, Donald Trump a repris une photo de lui en pape. C'est le compte de Donald Trump, hein, donc je veux dire, il l'a repris, quoi. Donc là, ça a été retweeté par un de ses... par quelqu'un du mouvement MAGA, vous voyez, donc Donald Trump will be one of the best popes, bien sûr. Donc a priori, bon, cette photo a été reprise sur son compte. Et interrogé à ce propos, Donald Trump, quand on a commencé à lui dire, mais attendez, parce que les cardinaux ont estimé que ça se faisait pas, quoi. Enfin là, il y a un conclave, c'était la semaine du conclave. Il y a un conclave, bon, peut-être ça se fait pas trop de faire circuler comme ça des fausses photos de vous en tant que pape. Catholics were not so happy about the image of you looking like the Pope. Oh, I see. You mean they can't take a joke? You don't mean the Catholics, you mean the fake news media. Not the Catholics loved it. I had nothing to do with it. Somebody made up a picture of me dressed. Donc, j'ai rien à voir avec ça. Quelqu'un a fait une photo de moi habillé en pape. And they put it out on the internet. Ils l'ont mis sur Internet. C'est sur son compte, quand même. Hein. That's not me that did it. I have C'est pas moi qui l'ai fait. no idea where it came from. J'ai aucune idée d'où ça vient. Maybe it was AI, but I know nothing about it. I just saw it last evening. Actually, my wife thought it was cute. She said, "Isn't that nice?" My question about Actually, I would not be able to be married, though. That would be a lot. I'd have to. Oh, là, il fait du Trump. Hein. To the best of my knowledge, popes aren't big on getting married, are they? Not that we know of. No. I think it's the fake news media that they're fakers. C'est quand même fou, quoi. Même pas être fou. Alors, comme d'habitude, hein, soit il ignore que ça s'est passé sur son compte parce que c'est pas lui qui tient le compte et il est complètement largué. Soit il feint très bien l'ignorance. Mais bon. Voilà, donc là, effectivement, donc il assume pas ça. though, sir, was about the fact that it was put out on the White House account, even though it was AI. Ah oui, non, parce que oui, voilà, en fait, non, c'est ça le problème, c'est que là, je vous ai montré le... Non, parce qu'en fait, ça a été publié sur le compte de la Maison Blanche. C'est ça qui est plus scandaleux, parce qu'à ailleurs que ce soit sur son compte à lui, bon, c'est pas très grave. Bon, je le trouve pas, mince. En tout cas, bon, ça pose question. C'est vrai qu'effectivement, utiliser le compte de la Maison Blanche, on l'avait déjà vu la semaine dernière pour publier une photo de Trump pour le jour de May the Force. Et puis là, donc, une photo de Trump en pape. Au bout d'un moment, voilà, ça c'était May the Force. Est-ce que sur The White House, on arrive à retrouver... je l'avais noté comme un andouille, j'ai pas pris le lien, ce qui est pas très malin.
Ça aurait été plus rapide, de faire une recherche, je suis d'accord, c'est pas efficace. Ah, je savais bien quand même. C'est le 3 mai, évidemment, j'avais noté n'importe quoi, donc le 3 mai. Donc voilà, ça a été repris par le compte de White House. Là, on est sur le compte officiel, donc effectivement, lui, il l'a publié sur son réseau Truth, et ça a été repris sur le compte X de la Maison-Blanche. Donc en fait, quand il dit « Oui, non, mais ça, c'est les fake news médias, etc. » Non, c'est l'utilisation de son compte, du compte officiel, quoi. Il adore troller, oui, non, mais il adore troller, bien sûr, il adore troller. Bon. Il assume pas tellement quand il s'agit d'expliquer, voilà, parce qu'en fait, dire oui, non, c'est les fake news médias, bon, soit tu fais une blague et tu l'assumes jusqu'au bout. Bon, après ça, si vous voulez, il y a beaucoup de fakes concernant le pape, sur, par exemple, le fait qu'il soit mort. Donc là, en fait, si vous cherchez sur dans les périodes janvier, février, il y a eu beaucoup de debunk, de rumeurs sur la mort du pape. Alors, il faut dire qu'il était mal en point, hein, le pape François. Donc ça, par exemple, là, on est sur The Guardian le 11 mars, où effectivement, il y avait un certain nombre de rumeurs qui avaient été démenties sur la mort du pape. Tout ça pour dire que, évidemment, c'est toujours un personnage... c'est toujours un personnage éminent qui a un poids conséquent et donc il fait toujours l'objet de fake news comme les autres. Je veux dire, comme les papes de l'époque. Là-dessus, rien n'a changé. Un petit récap de la manière dont le pape François s'était engagé sur la cause de la désinformation. En expliquant que c'est pas bien, il faut pas faire de désinformation, parce que lui-même en avait été beaucoup victime en fait. Attendez, hop. Et notamment, on s'en souvient, au moment où les premières IA génératives d'images, genre Midjourney, Dali, etc., sont apparus, le pape a fait l'objet de tout un tas de photos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... donc c'était on était entre 2022 et 2023. Énormément de photos, donc la fameuse photo en doudoune, mais il y en a eu plein en fait. Il y a eu des photos où il tenait un sabre laser, il y a eu des photos où effectivement il faisait du scooter. Ce qui effectivement l'a pas mal agacé sur la fin de son pontificat. Il écrivait que les fausses nouvelles sont un péché. Alors, je prêche des convaincus, mais j'utilise les mots du pape. Avec la même logique que le serpent qui, selon la Bible, a poussé Ève à commettre le péché originel. Et sachez que c'était une longue tradition, puisque nous apprend l'article de France Info, Paul VI, déjà, en 1972, avait aussi dénoncé les fausses informations. Alors, bien sûr, hein, on va pouvoir rappeler, par exemple, ce que disait Pie IX sur Darwin, sur la rationalité. On pourra se rappeler, bien sûr, de la condamnation de l'Église, des théories Giordano Bruno, par exemple, sur l'héliocentrisme, etc. Bon, bien sûr. Mais maintenant, dans l'ère moderne, disons, l'Église entend lutter contre les fake news. Ah, bonne nuit, Miguel. À jeudi pour le meilleur moment de la semaine. Oui, bien sûr. Alors, la bête du Morvan nous dit, on se rappellera surtout que le pape François a tranquillou justifié les assassinats commis au nom de l'islam à Charlie Hebdo. Ah non, mais attention, hein, moi je prétends pas faire l'homélie du pape François ici, hein, mais voilà, non, c'était juste pour effectivement rappeler cet engagement
au moins morale, quoi, disons, sur les fake news, quoi. Ils vont lutter contre eux-mêmes, du coup, voilà, bon. Hein. Après, voilà, ça pose des questions, effectivement. Ça pose d'autres questions. Bon, en tout cas, voilà. L'objet de ce soir était effectivement de parler de cette fameuse papesse qui donc est une légende. Il y a eu pas mal de fiction. Il y a eu un bouquin, il y a eu des films, mais plutôt pas forcément francophones en fait. Il y a eu des films anglais. Sur le thème, parce que c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où c'est une légende qui a donc été beaucoup reprise dans des... Alors, toujours donc entre le 14e et 16e siècle, hein, mais qui a beaucoup été reprise en Angleterre, en Allemagne, c'est surtout là que la légende est la plus vivace, et que donc, effectivement, il y a eu des prolongations sous forme de fiction. Mais voilà, sachez que donc si vous entendez parler de la papesse Jeanne, c'est un fake. Est-ce que j'ai remercié tout le monde? Non, j'ai pas remercié tout le monde. Regardez, Arfazel, merci pour ton 10e mois d'abonnement. On pourrait parler de Sabinien, qui fut pape de 604 à 606. Alors lui, en fait, il était très impopulaire à Rome, parce qu'il a vendu du blé au peuple affamé, mais il a fait vendre au prix fort. Donc pas populaire. Il est mort donc en 606, sans doute à la suite d'une insurrection populaire, mais on ne sait pas, les circonstances exactes ne sont pas connues. Mais en tout cas, pour l'enterrer à Saint-Pierre, le cortège funèbre est arrivé un petit peu clandestinement depuis le palais du Latran en utilisant des rues secondaires et en faisant un long détour hors des murs de la ville pour éviter les huées des Romains qui lui étaient assez hostiles en fait. Il aurait pu subir un petit peu le sort de Formose, dont on a parlé tout à l'heure. Beagle 0683 FR, merci pour ton 9e mois d'abonnement, qui nous donne l'occasion de parler de qui? Eh bien peut-être de Benoît II. Entre 684 et 685, Benoît II. Il a attendu près d'1 an entre son élection et sa consécration. Et c'est grâce à lui qu'on a fini par supprimer le délai absurde entre le moment où le pape est élu par le clergé, en quelque sorte, et où on attend un aval impérial. Donc là, Benoît II, lui, il a obtenu que la confirmation soit donnée non plus par l'empereur byzantin, qui était très loin, mais par l'exarque de Ravenne. Et qu'est-ce que c'est que l'exarque de Ravenne? Là, je pense que... À part Gwen Regarde, peut-être, qui est au courant, c'est une petite circonscription administrative de l'Empire byzantin, et c'était beaucoup plus simple d'obtenir son assentiment, oui, que d'attendre l'avis de l'empereur byzantin. Parce que, en fait, comme l'exarque était plutôt faible politiquement, ils approuvaient toujours les décisions de Rome. Exarque contre triple. Non. On dirait un nom de fromage. L'exarque. Oui, pourquoi pas. L'exarque de Ravenne. Il a écrit un boléro, Ravenne. Ah, mais vous êtes au bout du rouleau, hein. En tout cas, voilà. Grâce à Benoît II, eh ben, les décisions n'ont plus traîné par la suite. Voilà, je crois que c'est tout pour les remerciements. J'ai remercié tout le monde. Merci encore. Voilà, écoutez, nous arrivons au bout. Est-ce que tout le monde est bien au courant que une vidéo de Defecator est sortie hier? Si vous l'avez pas vue, il faut aller la voir, hein. Pleine de rebondissements, vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même et sur vos capacités logiques. Il y aura peut-être des surprises. J'y vais de ce pape. Moi, tu perdras pas ta soirée, hein. T'as fait comment pour faire re-rentrer l'eau dans la gourde? Je me suis beaucoup entraîné. C'était un entraînement intensif. Non, mais l'eau dans la gourde, en plus, c'était pas le pire. C'était que, en fait,
Le terrain était accidenté, il y avait des cailloux partout, c'est pas facile. Hein. Une vraie cascade, franchement, on est sur du niveau de cascade exceptionnel, quoi. Et la casquette, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on avait parlé des deux, on avait parlé de boire dans la gourde, mais le problème c'est que je peux pas boire avec la combi, donc du coup l'idée c'était plutôt de réutiliser la gourde pour s'arroser, et la casquette. Bon. Ah, vous avez peut-être... attendez, si vous l'avez pas vu, allez, on repasse juste cette séquence-là. Elle est très bizarre, hein, la séquence. Hein. C'est vrai que dans l'absolu, sortie de son contexte, on comprend pas trop. De l'observation d'un certain nombre de cas pour tenter d'en tirer une règle. Vous aviez au départ 3 nombres, vous les avez observés en essayant de trouver quel était le lien entre eux. Et cette énigme illustre bien la difficulté du raisonnement inductif. Vous êtes probablement parti sur la solution qui vous semblait la plus intuitive. 1, 11, 21, donc 31. Et ça, c'est un des pièges du raisonnement inductif. On peut tirer des conclusions trop hâtives. Et parfois en toute bonne foi, juste parce que on n'a pas tous les éléments qu'il faudrait pour tirer les bonnes conclusions. On croit qu'on a compris ce qu'on voit, jusqu'au moment où arrive un cas qui montre que jusque-là, on a cru savoir, mais on ne savait pas. Et là, évidemment, dès que je vous ai donné le 1211, 1, 2, 1, 1, il devenait plus évident que c'était pas aussi évident. Là, vous avez été forcé d'oublier votre hypothèse initiale et d'explorer d'autres alternatives. De voir les choses autrement. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le raisonnement inductif mal maîtrisé est à la base d'énormément d'idées fausses, de préjugés et d'amalgames. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé, il fait pas bon. Allez, avant-dernière énigme. 3... J'ai jamais eu l'occasion de se taire, Pascal Pro. Bon, voilà, oui, la casquette elle est bizarre hein, quand même, hein, mais bon. Pas trop froid, tout mouillé, ouais, c'est un petit peu le problème, c'est que je pouvais pas la faire 150 fois la prise, donc je me suis bien entraîné avant, et une fois lancé, parce qu'une fois qu'on est mouillé, hein. Divaille d'erreur nous dit, super ta vidéo sur la logique, ça m'a rappelé un livre d'énigmes, le livre qui rend fou de Raymond Smoulian, où il y a plein d'énigmes de logique comme ça. Eh ben ça doit être un bon livre alors, effectivement. Le masque n'a rien eu, non, il est là, vous voyez, il est toujours... j'étais lancé, j'ai tout balancé, mais en fait, le résultat est mitigé parce qu'au départ, finalement, je m'attendais à ce que à être tout mouillé, et en fait, l'eau, elle s'imprègne la combi s'imprègne très vite, et finalement, on voit pas tellement que c'est mouillé au départ. On le voit surtout au moment où je m'approche de la, quand je m'approche du moment où je vais verser l'eau, quoi. Mais bon. Le livre, c'est La Maison des Feuilles. Ah, La Maison des Feuilles! Très bon livre, La Maison des Feuilles. Un livre qui se lit dans tous les sens. Ouais. Très intéressant, ce bouquin-là. Un livre avec plusieurs niveaux de lecture, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui découvre une maison avec des propriétés un peu bizarres, où la maison est plus grande à l'intérieur que ses dimensions extérieures. Et en fait, il y a l'histoire qui est racontée, il y a une deuxième histoire qui est racontée dans les notes de bas de page, et de temps en temps, il y a une troisième histoire qui est racontée, en fait. Et le bouquin a plein de niveaux de lecture, c'est très, très intéressant. Le livre qui te broie le cerveau. Ouais, 3 récits imbriqués qui sont bien complexes, il faut tourner le bouquin dans tous les sens. Moi, ça m'a bien inspiré. Si un jour j'arrive à sortir le bouquin que je... J'essaye d'écrire un bouquin en fait. Et voilà, j'ai puisé des idées dans La Maison des Feuilles. Sur la manière de devoir orienter le bouquin dans tous les sens. Attendez, je vous balance un petit clip, puisqu'on parle du bouquin. Je vais vous donner envie de le lire. Je vous balance un tout petit clip, le temps d'aller chercher le bouquin. Où te situes-tu, par exemple? Ami qui dit, sais-tu dire où tu le dis? Ami si sûr, sais-tu ce qu'il t'en assure? Ami qui sait, es-tu si sûr que tu sais? Ami tu sais-tu où tu te situes? Es-tu juste sur le dit, où tu vas débarrouler toutes ces certitudes utopiques?
trouver ton poulet. Ou apprendre tu tonique, les voix des moins entourés. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Hey, ami qui doute, saute ses nuits en coude. Ami qui jure si tant est qu'on t'en conjure. Ami qui cherche, qui prêche ses recherches. Ami pointu, sais où tu te situes. Es-tu juste sur le pic d'où tu vas débarrouler tes acquis utopiques, trouver ton poulet. Ou apprendre tu tonique, les voix des moins entourés. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Donc, La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski, qui en apparence donc est un bouquin tout à fait standard, mais quand vous l'ouvrez, effectivement, vous vous retrouvez avec des choses totalement délirantes. Bon, là, j'ouvre en particulier. Voilà. En fait, vous avez parfois, les notes de bas de page sont plus conséquentes que le texte lui-même, parce qu'en fait, il y a une histoire qui se raconte dans les notes de bas de page. Et vous avez plusieurs récits qui se déroulent en parallèle, en fait. Donc, c'est assez compliqué à lire. Là, par exemple, vous voyez, le texte dans le petit encart bleu, il se lit à l'envers. Donc ça, vous devez vous trouvez devant un miroir pour pouvoir lire ce qui est dans le texte. Donc déjà, c'est un bouquin à manipuler dans tous les sens. Vous voyez que là, il y a par exemple une partie qui est dans un sens, une partie qui est dans un autre, une partie qui se lit dans un miroir. Donc déjà, vous êtes invité à le manipuler dans tous les sens. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Alors évidemment, ça joue aussi sur la calligraphie. Et donc voilà, oui, il y a aussi des notes de fin dans lesquelles sont aussi racontées des bribes de récits. Donc c'est assez perturbant, quoi. Par exemple, vous voyez là, les notes de bas de page, qui racontent elles aussi l'histoire... En fait, il y a une histoire qui est racontée, qui est dans des notes qui ont été retrouvées par quelqu'un, et donc on a l'histoire du quelqu'un qui a retrouvé les notes. Donc on a l'histoire qui sont dans les notes, et l'histoire du quelqu'un qui a retrouvé les notes. Enfin, c'est là, dans ce sens, où les récits sont imbriqués. Et vraiment, alors c'est vrai que quand vous lisez le bouquin dans un train ou avec des gens en face, ils se demandent pourquoi vous êtes sans cesse en train de tourner le bouquin dans tous les sens. Mais c'est plutôt rigolo, quoi. Il y a un aspect interactif qui est assez sympa. Donc du coup, voilà, moi ça m'a donné en tout cas des idées pour me lancer dans l'écriture de certains chapitres. C'est un roman, un livre d'énigmes à résoudre. Non, en fait, en fait, c'est pas forcément un... On n'est pas sur des énigmes logiques, là. On est parti là-dessus... Non, il y a plutôt une logique à comprendre dans l'organisation du bouquin, etc. Mais on n'est pas sur de la résolution d'énigmes, hein. Pour le coup, c'est pas exactement la même chose. Alt 236 en a fait une super vidéo, nous dit Monsieur Zèbre. Arfazel dit « Je bosse en bibliothèque, dès demain je regarde si on l'a au catalogue. » Il date de quoi, 2000, non? Quelque chose comme ça? Ah, peut-être pas, peut-être un petit peu avant. C'est pas un bouquin très ancien. Hein. 2000. 2000. Marc Z. Danielewski, La Maison des Feuilles, aux éditions de Noël, en tout cas en France. Et il s'appelait Carole, tout à fait. Jean-Paul II s'appelait Carole. Avec maison en bleu, bien sûr, maison est en bleu. Voilà, écoutez, on arrive au bout. Alors, donc comme je vous disais, j'attends une réponse de TF1, mais à mon avis, TF1, ils vont jamais me répondre. Hein. Pour savoir si j'ai le droit de faire un react demain soir sur le débat. Enfin, c'est pas vraiment un débat, en tout cas l'émission spéciale
avec comme invité Macron interrogé par différents intervenants, dont Salomé Saké, Sophie Binet, Cécile Duflot, Robert Ménard, Thibaut Inchep. Bon, pas de réponse de TF1. Donc en tout cas, si il refuse que je fasse un react en direct, eh ben je ferai toujours un debunk mercredi matin si je vois qu'il y a matière à debunk, quoi. Et ça peut pas être mercredi soir, et ça peut pas être jeudi, puisqu'après jeudi on part sur le stream de Retro Gaming, bien sûr. Donc finalement, les possibilités sont limitées. Mais vous voyez, l'idée de le faire, le react en direct, ça aurait été sympa, c'est qu'en fait on aurait pu chercher ensemble à vérifier les infos au fur et à mesure, quoi. C'était un truc un peu interactif. Comme un défécador, on cherche à résoudre les trucs, sauf qu'on là on sait pas si on connaît... Moi je connais pas la réponse en tout cas. Bon, on verra. Ce serait cool qu'ils acceptent, mais ce serait étonnant. Ouais, mais bon. En tout cas, écoutez, j'ai demandé, hein. Faut qu'ils s'habituent à avoir des demandes comme ça des médias d'aujourd'hui. Ces vieux médias du passé, là. Se faire du fact-check en live, on va vite être débordé. Bah, c'est ça qui peut être marrant. Faut tenter l'expérience, disons, voilà. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais faut essayer. Peut-être qu'on va se dire au bout de 5 minutes, c'est injouable, on n'arrive pas à suivre le rythme, mais bon... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a un dispositif de fact-checking prévu dans leur émission en direct. TF1 réclame de l'argent pour les réacts en live. Oui, bah... Vu comme TF1 est à cheval sur la diffusion de ses émissions, mieux vaut éviter de frauder. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai demandé. J'ai demandé dès le départ pour bien montrer que la démarche était... Voilà. Je voulais être dans les règles. Dans le live d'aujourd'hui, Klelovitch expliquait que la tentative de BFM de faire du fact-check lors du débat Zemmour-Mélenchon était un échec, et du coup ça s'était plus trop fait après. Oui, enfin... Moi je trouve que c'est un peu facile hein, de prendre un cas particulier et de dire « Oh, on a essayé une fois, ça n'a pas marché, donc c'est bon, maintenant on le fait plus ». Il faut voir pourquoi ça n'a pas marché, il faut voir en fait comment était fait le fact-checking. Moi je me souviens qu'effectivement il y avait quelqu'un qui intervenait genre tous les quarts d'heure, qui rebondissait sur des points un petit peu choisis de manière assez subjective. Enfin le dispositif était pas top, je crois pas que c'était hyper efficace quoi. Et puis, bah, écoutez, c'est pas parce que les médias le font pas eux-mêmes qu'on peut pas essayer de le faire à leur place. Mr. 9000 Louise précise, Zemmour balançait fake sur fake et du coup BFM passait son temps à débunker lui et pas l'autre, ce qui leur donnait un air partial. Ah oui, ok. Du coup, ils se sont forcés à fact-checker Mélenchon et se sont gourés en débunkant un truc sur lequel Mélenchon était factuel. En termes d'image, c'était désastreux des deux côtés. D'accord, ouais. Ouais, mais voilà, mais je pense que justement, on est sur un cas particulier et que c'est dommage qu'ils aient pas prolongé les choses. En fait, si vous regardez par exemple dans le débat là, il y a eu un débat hier entre Wauquiez et Bompard. Il n'y a rien de plus efficace quand même que le moment où l'animateur qui pour le coup doit se poser enfin doit prendre une position d'arbitre. Il n'y a rien de plus efficace que quand il remet les pendules à l'heure en rappelant bah là par exemple vous avez cité n'importe quoi votre citation est factuellement fausse. Il n'y a rien de tel que de le faire en direct. Évidemment pour l'animateur c'est pas facile s'il connaît pas les éléments abordés. Par contre il est nécessaire qu'à ce moment-là il y ait des gens qui puissent intervenir dans le débat en étant concentrés sur le fact-checking et qui puissent le faire en direct en fait, pas faire une pause tous les quarts d'heure parce que c'est déjà hors du débat en fait. S'ils arrivent après coup, bon, ça a moins d'impact. Enfin bon bref, mais voilà, il faudrait qu'ils nous demandent aussi BFM, on aurait des idées pour le faire de manière efficace.
Troisième point, la dynamique du débat en direct ne permet pas tellement de faire ça de manière efficace. On a 2 personnes qui sont en joute et 30 minutes après, on a une journaliste qui arrive. Ah ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pour dire le truc d'il y a 30 minutes n'était pas exact alors que les gars sont passés à autre chose, c'est difficile à lire. Exactement. Et ben voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut que l'animateur soit en permanence soutenu par des gens qui font le fact-check en live. Donc il faut qu'ils soient nombreux. Et il faut mettre des moyens. Mais il faut que l'information arrive tout de suite, quoi, et pas 30 minutes après. On est d'accord. Donc je trouve que quand même assez dommage que sur la base... Il y a un nouveau train de live. Ah, Je ne sais pas trop ce que c'est, mais foncez. foncé. Ouais, je trouve assez dommage que sur la base d'une expérience ratée une fois, BFM TV estime que bon, c'est bon, le fact-check on a tenté, c'est pas intéressant et on n'en fait plus, quoi. Les dispositifs doivent s'améliorer et il faut sans cesse sur le métier remettre son ouvrage. Hein. Bon là par exemple moi j'envisage de faire un stream et de débunker les trucs avec vous. Si ça se trouve ça va être complètement nul. Eh ben on améliorera les choses pour la fois d'après. Mais bon il faut essayer quoi. Bon, mais écoutez nous verrons bien. En attendant voilà, eh ben, écoutez c'est une fin de soirée, on va pas... Quelqu'un avait proposé tout à l'heure, je sais plus quoi, mais non, mais il va faire tard, là, regardez, minuit 30. Lançons-nous dans un raid chez quelqu'un qui va être en pleine activité. Alors, eh ben, écoute, regardez, bien sûr, c'est la démocratie qui va triompher, puisque je vais vous faire voter. Le Vatican, on fait pas un stream? On aurait pu terminer la soirée chez Léon XIV. Allez, Léon, explique-nous un petit peu ce que tu vas faire. Donc, je fais un sondage pour savoir chez qui on raid. C'est une sorte de référendum, mais vous allez pouvoir proposer plusieurs réponses. Enfin non, vous n'allez pouvoir proposer qu'une seule réponse, mais vous aurez le choix entre plusieurs réponses. Alors, chez qui l'on raid, vous avez actuellement la possibilité de voter. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Vous avez, pour une fois qu'on vous donne l'occasion de faire de la démocratie directe, là, il faut y aller. Hein. Donc, c'est au-dessus du chat. Vous pouvez choisir donc Hugo Perchoir, donc qui est un streamer plutôt politique, qui retransmet les discussions à l'Assemblée, etc. Bon, ce soir, il fait une tier list Eurovision 2025. Pourquoi pas? Vous avez DJ7 de Vlou, donc là, vous allez être sur de l'ambiance du gros son. Vous avez Gouni qui fait du jeune styliste de... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la simulation de stylisme. Écoutez, pourquoi pas. Aurel Porteau, After Us. Waouh, en plus, je vois qu'il y a une pub qui arrive. Comment on va gérer ça? Non, la pub, j'ai une pub qui va se déclencher à un moment, je sais pas quand. Et enfin, vous avez... Qui c'est que j'ai pas dit? Recallbox, actu du jeu vidéo. De temps en temps, il nous raid. Alors, regardez, si vous avez 2 votes de plus pour Gouni, elle passe en tête. Non? Toujours pas? Non, vous avez confirmé plutôt Vlou. Vous êtes plutôt sur une ambiance, on termine chez Vlou. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire bonsoir chez vous et bonsoir à Vlou. Donc, on va raider chez Vlou. Merci aux modérateurs pour leur modération. Merci à tous vos dons et vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que la chaîne survit. Et puis, eh ben, écoutez, voilà, on se retrouve jeudi soir, sinon pour ceux qui s'intéressent au rétro gaming. A priori, demain soir, si TF1 l'accepte, ou sinon mercredi matin, pour essayer de faire du fact-check. Et puis, revue du fake lundi prochain. Voilà, je crois que tout a été dit. Du coup de chaud, et bonne semaine à vous, bien sûr. Le raid va se lancer, c'est parti. Amusez-vous bien, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.